On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé dont voici les principaux titres. L'armée congolaise accuse de M23 de violer la trêve humanitaire voulue par les États-Unis dans les conflits qui secouent la province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié ce jeudi 11 juillet 2024, les troupes gouvernementales rapportent que les terroristes de Rwanda Defense Force RDF ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur des positions des forces armées de la RDC et ses partenaires se trouvant au village de Nyange Impati à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga. La voie est désormais balisée pour la mise en concession du port de Matadi. Très retentissant à l'annonce de l'initiative, les délégués syndicaux de l'Office national des transports, ONATRA, ont changé d'avis. Autour du vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, 47 délégués syndicaux ont validé le mercredi 10 juillet 2024 le procès verbal de la réunion du 24 juin dernier entre le banc syndical de l'ONATRA et le groupement Matadi Corridor Terminaux Conteneurs MCTC. Le chanteur Koffi Olomide s'est rendu au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication plus tôt que prévu. Il s'y est rendu ce jeudi 11 juillet au lieu de vendredi sur sa propre sollicitation. Il a été invité au secrétariat d'instruction pour présenter ses moyens de défense pour avoir tenu des propos que le CISAC a qualifiés de dénigrement et de démobilisation des troupes des FARDC engagées au front. Plus de peur que de mal, la rencontre n'a pas été houleuse. Au sortir, Koffi raconte que la séance était plutôt pédagogique qu'autre chose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons ce journal avec la situation sécuritaire à l'Est. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dénoncent la violation par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 de la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. Dans une communication jeudi à Goma, dans l'est du pays, le porte-parole des FARDC au Nord Kivu a affirmé que l'armée rwandaise et les M23 ont attaqué plusieurs positions des forces loyalistes dans plusieurs localités du Nord Kivu très tôt matin le mercredi. Ces actes terroristes ont suscité la panique qui a entraîné le déplacement massif de la population. Ces attaques barbares des RDF M23 empêchent, voulais-je dire, les humanitaires l'accès à la population dont la situation est déjà préoccupante, déclare le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Suivez. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Impati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bashali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi
l'accès à l'aide humanitaire. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN en sigle, fête ses 75 ans d'existence. À cette occasion, les pays membres de cette organisation se sont retrouvés à Washington, aux États-Unis, pour discuter de la santé de l'OTAN. Ce sommet a mis l'accent sur la guerre en Ukraine, mais aussi un parallélisme a été établi avec la situation en République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda. Selon Joam Schmoses, la situation de la RDC est différente du conflit ukrainien. Suivez. La sécurité, c'est un enjeu mondial. Le monde entier bénéficie de la stabilité et le maintien du système international libre et ouvert. L'Afrique a souffert de l'instabilité due à la guerre en Ukraine, sous forme de l'inflation et perturbations dans le commerce international. La souveraineté et la paix sont des valeurs universelles. Nous avons mis en place une coalition mondiale pour soutenir l'Ukraine parce que Poutine poursuit une guerre d'agression unilatérale et non provoquée contre l'Ukraine. Et Poutine ne veut rien de moins que la soumission totale de l'Ukraine, afin la démocratie ukrainienne, la destruction de la culture ukrainienne et rayer l'Ukraine de la carte. Si le président Poutine le décide, cette guerre peut prendre sa fin immédiatement. À propos de la RDC, ce sont deux conflits différents. Les États-Unis partagent les préoccupations de la communauté internationale sur le conflit à l'est de la RDC. Les États-Unis continuent à soutenir les efforts diplomatiques régionaux qui favorisent la désescalade et créent les conditions d'une paix durable en RDC et exhortent toutes les parties au conflit à adhérer à la trêve humanitaire. Et de son côté, la province du Nord Kivu enregistre plusieurs cas de monkeypox, et ce, dans les camps des déplacés. Vivant dans la précarité, ces déplacés fuient les combats entre les rebelles du 1-23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. La division provinciale de la santé sollicite l'implication de tous et demande à la population de respecter les mesures préventives. Les détails dans cet élément. Au Nord Kivu, les déplacés fuyant les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 sont frappés par la variole de singe, connue sous l'appellation de monkeypox. Ces déplacés vivent dans des sites des fortunes à Goma et ses environs, ainsi que dans le territoire de Nyiragongo. Durant la période du 24 juin au 10 juillet, la province a enregistré 21 cas de Mpox répartis dans 3 zones de santé de Nyiragongo, de Goma et de Karisimbi. Selon le directeur provincial de la santé du Nord Kivu, la plupart des malades sont des personnes déplacées. Le premier cas est apparu dans la ville de Goma, dans la population autochtone, précisément dans la zone de santé de Karisimbi. Les autres cas qui ont suivi la grande partie se trouvent parmi les personnes déplacées qui sont dans des camps à Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Ces gens vivent regroupés, ils ont beaucoup de problèmes liés à l'hygiène, la nutrition et l'habitation. Cette maladie Mpox est extrêmement contagieuse et dans ces conditions-là, on s'est dit que la province du Nord Kivu court un grand risque d'une catastrophe humanitaire. Voilà pourquoi ça devient une inquiétude, que ça soit pour la population, tout comme pour le responsable du système de santé, a confié le coordonnateur du programme national de communication pour la promotion de la santé au Nord Kivu. Mpox est un virus infectieux qui se propage rapidement. La division provinciale de la santé appelle à l'aide en demandant l'implication de tous parce que ces déplacés vivent déjà dans la misère et à cela s'ajoute l'insécurité. La maladie est évitable grâce aux mesures de protection conseillées par les autorités, notamment éviter tout contact physique ou sexuel avec toute personne qui présente des signes de monkeypox ou tout autre liquide provenant des personnes malades comme le sang, l'urine, la salive, les vomissements, la sueur. Se laver les mains avec du savon ou de la cendre et se rendre au centre de santé le plus proche. Le monkeypox, désormais appelé Mpox, est une maladie causée par un virus d'origine animale. Elle se transmet principalement par contact direct avec un animal infecté, même sans signe visible ou entre personnes. La transmission peut également se faire par contact sexuel et de la mère à l'enfant pendant la grossesse.
Et la première ministre Judith Suminwa a quant à elle, au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi, présidé le mercredi 10 juillet 2024 au Centre supérieur militaire dans la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa, la cérémonie des remises des brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle. C'était au cours de la cérémonie marquant la clôture de la session 2023-2024, couplée à l'ouverture de la nouvelle année académique dans cette école des hautes études militaires. Images et commentaires. 25 officiers congolais et étrangers ont suivi les enseignements dans 4 domaines, à savoir la stratégie et art de la guerre, la vision prospective sur le monde et l'Afrique dans le cadre de la géopolitique, les actions interministérielles ainsi que le leadership à l'école de guerre de Kinshasa. Au nom du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la cérémonie de clôture de la formation. Le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a salué ces cycles de formation qui, selon lui, traduit la vision du chef de l'État déterminé à assurer la montée en puissance de l'armée congolaise. Voilà pourquoi le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement Suminwa consacre la formation régulière des militaires par l'instruction, l'entraînement, la spécialisation et le perfectionnement des troupes des officiers et sous-officiers ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Cette école interarmée du réseau de l'école de guerre francophone, aussitôt créée, a fait d'exceptionnels résultats qui ont confirmé sa mutation à une école nationale à vocation régionale, ouvrant ainsi ses portes aux officiers ressortissants de pays amis tels que la République centrafricaine, le Cameroun, le Congo-Brazza, le Burundi, le Togo, le Bénin, la Belgique et prochainement la France. Dans ces contextes, il importe de souligner que l'enjeu de la formation au sein d'une école militaire est de valoriser les potentiels humains afin de le rendre compétitif. Évoquant l'insécurité récurrente dans l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination du gouvernement à professionnaliser l'armée congolaise afin de la rendre plus puissante. La présence de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à cette cérémonie doit être pour nous tous une interpellation et surtout l'expression de l'attachement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et celui du gouvernement à la professionnalisation de l'armée et au perfectionnement de ses cadres, gage de la montée en puissance et de la survie de la nation. Rappelez-vous que cette école a été créée pour répondre aux besoins des FARDC et des armées des pays amis. Les officiers venus des pays étrangers formés à l'EGK s'y sont outillés pour relever n'importe quel défi sécuritaire dans leur pays respectif. Nous sommes très heureux. Je suis le lieutenant-colonel Aniko Alatignon du Togo. Je viens de passer une année de scolarité ici à l'école de guerre de Kinshasa. Je vous rassure que j'ai tous les outils pour mener une bonne planification dans le cadre de la sécurisation de mon pays et de l'Afrique toute entière. Ouverte en 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'école des guerres de Kinshasa, EGK, a pour mission de former les futurs cadres des forces armées de la RDC et de les préparer à assumer des responsabilités d'état-major de commandement et de direction au sein de l'armée et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de la défense de la nation. Rendons-nous à présent dans la province du Mai-Ndombe où 2 ans après les violences armées à Kwamos, la milice Mobondo ne décolère toujours pas. Ces hommes armés continuent à occuper plusieurs villages le long de la RN17 sur l'axe Kwamos-Masiambio et sur le long de la voie fluviale. Le mercredi 10 juillet 2024, des violents affrontements ont opposé les forces armées et la milice Mobondo au village Kinsele dans la province du Mai-Ndombe. Ranta Luyela pour plus de détails.
La milice Mobondo n'est pas encore définitivement de fait à Kwamout, dans la province de Mai-Ndombe. Après plusieurs mois d'accalmie, l'insécurité refait surface mercredi 10 juillet 2024, à moins d'un kilomètre du village Kinsele, précisément à la limite entre le province de Mai-Ndombe et Kinshasa. Des violents affrontements y ont opposé mercredi les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens Mobondo. De tirs d'armes ont retenti de l'après-midi jusqu'au soir. D'après les sources locales, les FARDC ont mis en déroute les miliciens qui ont tenté d'attaquer une base militaire dans la zone. Les bilans provisoires fait état d'un homme en uniforme blessé. La psychose était généralisée. Les Mobondo avaient attaqué la position de militaires vers Au revoir Maluku. Les militaires ont réagi activement. Ils ont repoussé le Mobondo jusqu'à leur dernier retranchement. Un homme en uniforme est gravement blessé. Il y a ceux qui veulent quitter le lieu mais ne savent par quelle direction sortir. Alerte David Bissaka, député provincial élu de Kwamout. 2 ans après les violences armées à Kwamout, la milice Mobondo ne décolère toujours pas. Ces hommes armés continuent à occuper plusieurs villages le long de la RN17 sur l'axe Kwamout-Massambio et sur le long de la voie fluviale. Malgré la signature de l'acte d'engagement pour la paix en avril dernier par les autorités traditionnelles Teke et Yaka et devant le chef de l'État, la cessation des hostilités n'a toujours pas suivi sur terrain. Et du côté de la Chambre haute du Parlement, le nouveau règlement intérieur du Sénat de la République a été adopté le mercredi 10 juillet 2024. Sur les 309 articles que comporte ce document, 40 ont été amendés avant son adoption à l'unanimité. La plénière a été dirigée par Pascal Kinduelo, le président du bureau provisoire du Sénat. Images et commentaires. Les sénateurs ont adopté le 10 juillet 2024 le nouveau règlement intérieur de leur institution. Le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kinduelo, a soumis ce projet de règlement intérieur à la plénière pour le débat. Après son adoption, le règlement intérieur sera renvoyé à la Cour constitutionnelle dans les 48 heures qui suivent son adoption pour la vérification de sa conformité à la Constitution et aux lois du pays. Lui qui commence bien, finit bien. Le règlement d'ordre intérieur du Sénat aujourd'hui vient d'être adopté. Que donc là maintenant, nous avons fait ce que nous pourrions faire. Ça doit être envoyé à la Cour constitutionnelle pour la conformité à la Constitution. Dès que c'est fait, eh bien, nous entamons le processus pour obtenir un bureau définitif. Il est ardu, un règlement intérieur, il est évolutif. Donc il y a eu quelques changements qui ont été faits en tenant compte justement de réalités que les sénateurs ont observées dans le fonctionnement. Il y a encore d'autres textes qui doivent être faits, comme le règlement financier. Et ça sera fait plus tard et adopté par la plénière. Le sénateur Jules Lodi, quant à lui, prône l'unité des sénateurs faisant partie de la majorité présidentielle. Ce que moi je vais demander à la longue, c'est l'unité autour de la majorité présidentielle. Parce qu'il y en a qui sont dans la majorité mais qui ne comprennent pas la politique de la majorité. Il y a quelques articles qui sont adoptés parce que les gens n'ont pas compris c'est quoi la politique de la majorité, comment on doit réellement sécuriser les institutions de la République. Le règlement adopté à l'unanimité reste à la Cour constitutionnelle d'approuver sa conformité. Merci. Et dans le reste de l'actualité, au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les directeurs de cabinet Anthony Kinzo a remis officiellement 3 containers des hyperguides au directeur général de la Direction générale de douane et assises au Palais de la Nation le mercredi 10 juillet. Ces manuels vont servir de boussole aux douaniers pour ne pas verser dans des actes contraires à l'éthique dans le but de lutter contre la corruption et les antivaleurs. Rentalier-la une fois de plus. La campagne de lutte contre la corruption dans le secteur douanier est entrée dans sa deuxième phase le mercredi 10 juillet par la remise officielle de 3 containers des hyperguides dont le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Direction générale de douane et assises, DGD en sigle. Ces hyperguides serviront de repère stratégique à l'ensemble du personnel douanier pour la réussite de sa mission dans le respect de l'éthique et constitue une initiative du président de la République
pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Dans cette optique, les différents intervenants à cette cérémonie organisée au Palais de la Nation ont rendu hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de promouvoir les valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, est revenu sur l'importance de l'hyperguide, qui est une boussole pour les agents de douane, invités à s'abstenir aux actes contraires à l'éthique afin de privilégier la transparence. Cette campagne, aujourd'hui, que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. S'en est suivi de la remise officielle des hyperguides au directeur général de la DGDA. Monsieur le directeur général, nous vous remettons cet hyperguide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde charge. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique, mais aussi les agents de douane. À partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne saviez pas. Bernard Kabessier, directeur général de la DGDA, a pour sa part et au nom de toute l'entreprise pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ces manuels, afin de donner au gouvernement le moyen pour son action. Et signature le mercredi 10 juillet 2024 à Kinshasa d'un protocole d'accord entre les banques syndicales de l'Office national de transport ONATRA en cycle et le groupement Matadi Corridor Terminaux à Conteneurs MCTC sur la mise en concession du port de Matadi et sa modernisation. Cet acte vient valider le procès-verbal de la réunion du 24 juin dernier signé entre les deux parties. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba. Les détails avec Vini Gali Junior. Le port international de Matadi, situé dans la province du Congo central, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, sera modernisé dans les jours à venir. C'est grâce aux travaux qui seront effectués par les groupements Matadi Corridor Terminaux à Conteneurs MCTC en sigle. La signature du protocole d'accord sur la mise en concession de ces ports est intervenue le mercredi tard dans la nuit entre les banques syndicales de l'Office national des transports ONATRA, principal gestionnaire du port de Matadi, et les groupements MCTC. Il s'agit de la validation d'un travail qui avait abouti au procès verbal de la réunion du 24 juin dernier signé entre les deux parties sur la mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privé. Les banques syndicales de l'ONATRA estiment que ces préoccupations ont été prises en compte par le gouvernement congolais, représenté à cette cérémonie par le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous sommes très contents parce que c'était sous la médiation du vice-premier ministre et ministre des Transports et si les chefs de l'État pour trouver une solution concernant la modernisation d'une partie du port de Matadi, c'est-à-dire la partie TCM, et les exceptions soulevées par les bas syndicales. Et par rapport à cette modernisation, le gouvernement pris à compte, c'est-à-dire que les 4 pays d'ici les 27 et concernant la reformulation des contrats et d'autres exceptions soulevées par nous, c'est pris à compte. Donc nous venons tout de suite là de signer un protocole d'accord gagnant-gagnant pour toutes les parties. Pour sa part, Martin Lukusa, directeur général de l'ONATRA, s'est dit satisfait de ces discussions qui ont aplani toutes les divergences. C'était très long, comme vous l'avez remarqué, depuis ce matin à 11h. Il y avait des points de non-convergence entre la partie
qui va prendre le terminal à conteneurs de Matadi et nos partenaires sociaux, qui sont des syndicalistes qui défendent les intérêts des travailleurs. Et là, on voulait assurer tout le monde que cette collaboration qui va s'installer entre le MATRA et les MSD ne puisse pas aller en défaveur de la population congolaise. Et tous ces points de non-convergence ont été élagués et toutes les parties ont signé. Et désormais, la voie est ouverte pour que nous puissions descendre sur le terminal. Au cours de cette réunion, MCTC a saisi l'occasion de réaffirmer son engagement à accompagner le gouvernement congolais dans la réussite de sa politique sociale des entreprises. Au cours de cette réunion, MCTC a eu l'occasion de réaffirmer son engagement à respecter les lois et les règles en vigueur en RDC et à réaffirmer son engagement à accompagner le gouvernement dans sa politique sociale en ce qui concerne les entreprises publiques. Au total, 47 délégués syndicaux ont signé cette validation en présence notamment du secrétaire général du ministère des Transports et de la délégation du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Et en culture, l'artiste musicien Koffi Olomide a répondu ce jeudi 11 juillet 2024 à la convocation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour ses propos tenus lors de l'émission Le Panier sur la RTNC. Un entretien pédagogique à en croire l'artiste qui a reconnu qu'en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise, qu'il ne devrait pas aller loin dans ses propos. Images et commentaires. L'ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomide, s'est présenté ce jeudi 11 juillet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication pour des propos tenus lors de l'émission Le Panier sur la RTNC. Au sortir de cet entretien, Koffi Olomide a salué le travail abattu par les CESAC et a reconnu qu'en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise, il ne devrait pas aller très loin dans ses propos. En fait, j'étais invité le vendredi demain, et c'est moi qui ai sollicité. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte donc d'y aller. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossende. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du pays. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et sortir d'ici, je pense à nos soldats, à faire d'ici. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. L'artiste musicien s'est fait accompagner de sa fille et de Sam Pengombey. Et terminons avec cette actualité du Sénégal. Le 10 juillet 2024 a marqué les 100 premiers jours de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal après son investiture le 2 avril dernier. Un regard sur ses premiers pas révèle des efforts pour aborder des urgences comme la gouvernance, la corruption et la baisse du coût de la vie. En effet, le président Bassirou Diomaye Faye a mis l'accent sur la lutte contre la corruption, la réduction du coût de la vie et la réforme judiciaire. Il a également promis de créer des emplois et de réformer, voulais-je dire, les secteurs fonciers. Les détails avec Diane Bonga.
Le président sénégalais est confronté à des défis majeurs, notamment les inégalités économiques et les chômages élevés. L'exploitation du champ pétrolier de Sangomar pourrait offrir des opportunités, mais la gestion de contrats pétroliers sera cruciale pour maximiser les bénéfices. Bassirou Diomaye Faye a d'abord visité le pays voisin, puis s'est rendu en France pour renforcer les relations bilatérales. Il joue également un rôle de médiateur régional, soutenant l'unité africaine et la coopération au sein de la CEDEAO. Bien que le président Faye ait lancé plusieurs réformes notables, il devra prouver leur efficacité face aux attentes élevées de Sénégalais. Le premier mois montre une volonté de changement, mais des défis importants tels que le chômage de jeunes et les inégalités économiques restent à surmonter. Place à présent au rappel des titres avant de nous séparer complètement. L'armée congolaise accuse de 1,23 de violer la trêve humanitaire voulue par les États-Unis dans les conflits qui secouent la province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié ce jeudi 11 juillet 2024, les troupes gouvernementales rapportent que les terroristes de Rwanda Defense Force RDF ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur des positions des forces armées de la RDC et ses partenaires se trouvant au village de Nyangé Impati à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga. La voie est désormais balisée pour la mise en concession du port de Matadi. Très retentissant à l'annonce de l'initiative, les délégués syndicaux de l'Office national des transports, ONATRA, ont changé d'avis. Autour du vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, 47 délégués syndicaux ont validé le mercredi 10 juillet 2024 le procès verbal de la réunion du 24 juin dernier entre le banc syndical de l'ONATRA et le groupement Matadi Corridor Terminaux Conteneurs, MCTC. Le chanteur Koffi Olomide s'est rendu au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication plus tôt que prévu. Il s'y est rendu ce jeudi 11 juillet au lieu de vendredi sur sa propre sollicitation. Il a été invité au secrétariat d'instruction pour présenter ses moyens de défense pour avoir tenu des propos que le CESAC a qualifiés de dénigrement et de démobilisation des troupes des FARDC engagées au front. Plus de peur que de mal, la rencontre n'a pas été houleuse. Au sortir, Koffi raconte que la séance était plutôt pédagogique qu'autre chose. Voilà, ces rappels de titres marquent la fin de ce journal. Retrouvez la prochaine grande édition demain 19h avec Merveille Loabéa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.